Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Scoomy Talk. Je suis Abdullah Boukhabrin, étudiant en troisième année, membre de l'association Médecine Casa. Et aujourd'hui je suis accompagné d'invités de qualité qui sont là pour nous aider à comprendre le sujet et à démystifier la thèse en médecine, qui est un sujet qui représente un défi majeur pour nous une fois en sixième année. Du coup, je suis accompagné de Dr Melim Ben Azouz, qui fait partie de la promotion 2015 Oui, de notre faculté. D'ailleurs, même Dr Abdelrahim Bouriel, à ma grande surprise. J'ai eu la chance de euh, partager cette heure avec moi, oui. oui, effectivement. ok, donc Melim, tu es une membre bien connue de l'association. Tu as un parcours d'ailleurs assez spectaculaire de ce que j'ai vu dans l'association. Tu as été VPE, puis assistante régionale aux affaires externes et au même moment présidente de l'association et par la suite présidente Enemoprez et une nouvelle fois assistante régionale aux affaires externes. Mais ma question c'est en ce moment qu'est-ce que tu fais? Alors actuellement, je suis consultante dans une boîte de communication et d'advocacy qui est basée un peu partout dans le monde. Je fais partie de l'équipe MENA, encore une fois, un peu addict. Et donc voilà, je suis consultante actuellement et on travaille sur des événements dans le monde, dans la région MENA. Et avec nous, Dr Abdelrahim Bouriel, tu as choisi d'être résident en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi ce choix? Ah, Ouais. bah, le choix, bien sûr, si je peux me permettre de vous raconter une histoire personnelle. Mhm. Alors, moi, j'ai fait médecine, je dis souvent à la blague, j'ai fait médecine parce que t'as la raison. Ah ouais. Ouais, Ah, pas au sens figuré, mais vraiment au sens propre. Avant de passer mon bac, j'ai fait un accident de ok. moto. Je suis tombé, j'ai fait un trauma crânien grave. J'étais hospitalisé en réanimation et il y a eu mon voisin qui est neurochirurgien qui m'a trouvé dans la rue, qui m'a un peu sauvé. On va Wow. dire les Ah, choses comme ça. magnifique. Du coup, il m'a créé le rêve de médecine. À la base, je voulais faire neurochirurgie. J'ai vite Mhm. compris que c'est pas ce qui m'intéressait vraiment. Moi, je Mhm. voulais plus quelque chose de plus transversal, de plus curatif, on va dire. Mhm. Et c'est là où j'ai découvert l'otorhinolaryngologie, la chirurgie cervico-faciale. Et j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est base du crâne, justement, la barrière, le passeport entre les deux spécialités. Donc, Ok. c'était un choix de raison Un choix et de passion. et de passion Mon aussi. choix de passion, c'est vraiment la tête, mais mon choix de raison, c'est plus ça. Voilà. Ah, c'est magnifique. Et du coup, on continue. Est-ce que vous pourriez me parler de votre thèse aussi? Alors ma thèse, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait une évaluation des connaissances et des compétences des médecins en formation en néonatologie. D'accord? Donc ça, c'était une première partie. Et la deuxième partie, c'est basé sur cette évaluation-là. On a fait un guide de bonne pratique qui est destiné non seulement aux médecins en formation, mais peut-être aux sages-femmes, en fait tout le personnel de soins qui peut être face à un nouveau-né et qui peut peut-être forcément faire les soins de premier secours ou justement faire un vrai traitement. Donc c'est ça l'objectif de cette thèse, vu que moi aussi j'ai eu des histoires un peu traumatisantes par rapport à ça dans mes passages. Ok. Et donc, j'ai voulu faire une différence avec mon professeur pour pouvoir aider ces bébés. Et Abdelrahim? Tu peux reprendre. Alors moi, ma thèse en médecine à la base, c'était plus un article, donc j'ai toujours été passionné par la recherche. Mhm. Et l'un de mes projets, c'était justement, j'en ai fait une thèse après, mais justement Ok. l'un de mes projets, c'était d'étudier des dimensions scanographiques. Ok. C'est-à-dire que quand vraiment on cherchait dans des scanners et j'étais parti mesurer quelques mesures et on en a fait une étude multicentrique, analytique, en incluant un peu d'intelligence artificielle, donc de l'interpretable machine learning, Ok, sympa. pour en faire justement un article, donc justement quelque chose qui pourrait prédire l'autospongiose, parce que justement la thèse était intitulée Les dimensions scanographiques de la capsule optique Mhm. dans les patients autospongioses. On en a fait un case control, donc un cas témoin analytique, machine learning based et multicentrique bien sûr, parce qu'on a fait ça sur plusieurs hôpitaux et voilà. Ok, Donc c'est c'était magnifique. Donc c'est un sujet contemporain, Ouais. ouais, on c'était plutôt utilise les pointu. nouvelles technologies, etc. C'est magnifique. Donc, juste pour introduire un petit peu le sujet avant qu'on passe aux questions que les étudiants nous ont posées,
est-ce que j'ai juste une petite question pour vous, est-ce que vous étiez aussi perdu que nous? Est-ce que quand vous avez été catapulté en sixième année dans le monde de la recherche, dans le monde de la thèse, est-ce que vous aussi vous étiez aussi perdu? Est-ce que c'était un sujet de flou? Oui, eh ben, fun fact, j'ai changé de sujet 3 fois. T'as changé de sujet trois fois. 3 fois, oui. Ok, En fait, c'est juste, j'avais comme idée d'avoir quelque chose de meaningful. Tu vois. ok. J'avais envie de contribuer à quelque chose parce que, effectivement, quand tu participes ou là, quand tu es invité à des thèses de gens plus âgés, tu te dis, waouh, c'est incroyable et tout. Alors qu'en fait, oui, c'est incroyable, mais c'est pas si insurmontable que ça. C'est pas si insurmontable. Il faut en fait choisir. Comme l'a dit Abdelrahim, tu peux choisir de faire quelque chose qui va être incroyable et qui va prendre du temps, Hmm, certes. hmm. Soit tu vas décider, bah, en fait, tu as une carrière, tu as quelque chose qui te suit, tu dois passer ton résidence et tu dois faire ça rapidement. Et c'est pas grave, C'est mais pas tu grave. le fais bien, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Il faut se dire que tout le monde est passé par là, qu'on a tous appris. Et franchement, tu as l'impression que bah, mais en Hmm. même temps, à la fin, je te jure que tu as toutes les connaissances et les compétences pour le faire. Il faut pas oublier que ça fait 6 ou 7 ans que tu as fait médecine, que tu as commencé, donc au fur et à mesure, tu apprends des choses, tu vois comment est-ce que les choses se font. Tu es obligé de lire des articles pour préparer des concours, tu es obligé de lire des articles pour répondre à des questions de prof, faire des topos, etc. Déjà, c'est une introduction. Hmm. Bon, je ne vais pas faire de spoiler par rapport à Pas la la peine suite. de spoiler. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, mais c'est pas insurmontable. Et il faut avoir un bon partenaire, un bon rapporteur de thèse. Voilà. Ok. Je Ouais, confirme. du coup, C'est très important. j'ai vraiment l'impression que les études de médecine là qu'on a choisies, on est en constante adaptation. J'ai l'impression que c'est vraiment la formation, on doit s'adapter le plus. On doit s'adapter entre le concours et le premier cycle, entre le premier cycle et la transition avec l'externat. Oui, Encore une fois, pour les personnes qui choisissent l'internat, etc., la thèse, l'aspect, etc. Donc plein de défis dans notre absolument. formation, en vrai. C'est ça. Il Et y a un ce qui est monsieur que beau. je respecte beaucoup qui Mm. m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il m'avait dit que justement la médecine, c'est pas un métier, mais c'est plutôt une carrière. Il y a des gens qui disent que voilà, c'est le harfa. Mm. Il n'était pas vraiment d'accord avec cette façon de voir les choses et je pense que vraiment c'est une carrière. En fait, tu te Mm. forges et tu essaies de suivre un chemin que tu décides de suivre. Et comme tu as dit, on apprend par chaque étape. Tous les parcours sont différents et c'est ce qui fait que justement toutes les carrières sont différentes. Ça, C'est le différent. métier qu'on a choisi. Et ce Voilà. que je dis tout le temps, c'est Ouais. il n'y a pas de mauvaise réponse en médecine. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. En thèse, en spécialité, en tout ce que vous voulez, il n'y a En pas de thèse, mauvaise dans tous les cas. réponse. Du coup, ce qu'on a fait pour ce podcast, c'est qu'on est parti demander aux étudiants en médecine Mhm. quelles étaient leurs questions vis-à-vis de cette thèse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir se lancer dans ce projet de thèse. Est-ce qu'Abdelrahim, tu peux nous dire quand commencer à préparer sa thèse, euh, ou comment choisir son sujet de thèse, est-ce qu'il y a des listes consultables à la faculté? Choisit-on vraiment son sujet de thèse librement ou est-ce qu'on prend le plus accommodant? Mhm. Et est-ce qu'il est possible de changer le sujet de thèse en cours de route, comme le cas de Meriem? Et c'est-à-dire pour quelque raison que ce soit, tu voudrais changer ton sujet de thèse, est-ce que ça serait possible? Voilà, si tu pouvais nous raconter un petit peu comment ça se passe, les prémices, c'est-à-dire la préparation de la thèse. Très bien. Je vais essayer de répondre de façon chronologique et on va tout d'abord commencer par la fin. Donc en fait le sujet. En fait le sujet, quand on parle de sujet, moi je préfère dire question de recherche. Donc Ok, quand on va choisir la question de recherche, il faut tout d'abord connaître la question de recherche pour commencer toutes les différentes étapes de ce travail de recherche, c'est-à-dire la collecte de données, l'analyse et la rédaction. ok, Avant la collecte de données, mais justement, il y a une étape qui est très importante, qui est une étape de découverte. Et en fait, on va commencer par une dichotomie qui est, je pense, importante je pense obligatoire pour tout le monde. C'est déjà la décision de est-ce que ton travail de thèse sera une formalité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu fais malgré toi? mhm, Est-ce que tu veux thèser pour devenir docteur en médecine et passer à autre chose? Ou tu veux utiliser ton travail de thèse pour des objectifs personnels ou voilà, par une question de ok, loyauté des fois pour certains professeurs, etc. Donc déjà ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand tu choisis de suivre la formalité, ben, il faut choisir quelque chose qui est facile à faire et quelque chose qui va te permettre de passer à autre chose, de passer à d'autres objectifs. Donc ok, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est de choisir un sujet qui va te permettre d'avancer dans ta carrière et dans tes objectifs personnels. Donc, selon ces deux choix, tu vas soit, si tu suis la formalité,
partir justement dans les différentes ressources pour trouver le sujet de thèse. Donc, il me semble la mieux si c'est ce qu'on appelle le digithèse. Il y a une liste voilà, que la faculté a injectée pour choisir sa thèse, ou, de façon plus commune, partir chez un professeur que tu apprécies ou un service voilà, qui t'a marqué et demander un sujet de thèse qui est déjà voilà, euh, on va dire cartographié, quelque chose qui est déjà en attente de commencement et tu prends ton sujet de thèse. Donc ça, Ok, c'est pour, on va dire, la facilité, la façon la plus simple pour avancer ok, rapidement. ok. Ou alors, tu peux choisir toi-même ton sujet de thèse ou discuter d'une idée avec un professeur que tu apprécies, etc. et concocter un nouveau sujet qui pourrait voilà, allier l'utile à l'agréable, on va dire. Donc l'utile, c'est ce qui va te permettre toi d'avancer, et l'agréable en médecine, c'est justement quelque chose qui aura un impact. Voilà. Donc déjà ça, c'est une décision qui est très importante. C'est déjà le sujet de thèse et la question de recherche. Avant de commencer, avant de plutôt de rédiger une bonne question de recherche, il faut faire une étape de découverte. Donc la bibliographie, comme on dit, il y a une étape bibliographique. Donc déjà, par exemple, on va parler de façon spécifique. Donc en ORL, tu es intéressé par tout ce qui est autologie, tu es intéressé par, on va dire, les otites moyennes chroniques. Bah déjà, tu cherches, tu fais une petite recherche bibliographique sur les otites moyennes chroniques, tu essaies de t'instruire sur le sujet. Et quand tu trouves un sujet spécifique qui t'intéresse et qui n'a pas été exploité dans la littérature, ben, tu peux en parler à ton professeur et essayer de rédiger une question de recherche. Donc là, tu n'as pas encore fait de, de protocole ou quoi que ce soit, tu t'es pas enchaîné par certains articles, etc. Tu as juste découvert en fait les sujets qui existent. Juste après, il faut que tu rédiges ta question de recherche avec ton rapporteur de thèse, spécifier tes objectifs principaux, en général c'est un seul, des fois deux, et les objectifs secondaires que tu pourras faire. Et juste après, il faut répondre à une question, pour rester très simple et bref, c'est le PICO. Le Le PICO, Pico. c'est population, Population. euh, intervention, voilà, l'intervention, la comparaison, donc à quoi tu vas comparer ta population ou ton travail, et les outcomes. Donc Les ça, autres comme ça. tu dois les faire pour continuer, et juste après, tu continues toutes les autres étapes. C'est-à-dire que tu rédiges un protocole de recherche, ça n'a rien à voir avec la fiche de recueil, c'est vraiment un protocole en mode, c'est on va dire ton planning, c'est une forme de Gantt chart que tu vas rédiger. C'est mon objectif principal, tu as ton objectif principal, tu as tes variables, tu as tes guidelines que tu vas suivre, donc les Hmm. strobes, si tu fais une étude cross-sectional cohort, il y a beaucoup de guidelines que tu peux suivre, et après, justement, commencer à collecter les données si c'est une étude clinique, ou collecter les données de la littérature si c'est une étude théorique. Donc je pense qu'on va en reparler après. J'essaie de suivre un petit peu ce que tu as demandé. Est-ce qu'il y a une question Ok. à laquelle j'ai pas encore répondu? Du coup, j'imagine la chose qui est principale, c'est de savoir est-ce que cette thèse, ça va être une finalité pour toi ou ça va Oui, être un nouveau commencement, c'est-à-dire que tu cherches à développer. à développer, Absolument, etc., à enchaîner sur quelque chose d'autre. absolument. Ça marche. Du coup, là, on va parler de la formation et du support. J'aimerais te demander, Mriel, est-ce que pour les étudiants qui arrivent en sixième année, est-ce qu'il y a des cours à la fac pour former à la thèse, ou est-ce qu'il y a des formations qui sont données autre part, ou c'est plus quelque chose qui s'apprend de soi-même, sur Internet, etc., ou qu'il faut découvrir? Comment tu as expérimenté ça, personnellement? Alors, déjà, il y a des cours qu'on a à la fac, qu'on néglige souvent. Médecine sociale, santé Ouais. publique. C'est des choses qu'on apprend, qui nous sont données, mais que malheureusement, avec le moment T, non, on va juste un passer, ou là on va passer pendant les décalages. C'est ce qu'on a entendu beaucoup. Je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais bon, il y a 2 ans, voilà, c'était pas si longtemps que ça, c'était le cas. C'est des modules qui sont importants, voire même à l'UM6 en sixième année, il y a des classes, le module de médecine de famille. Et c'est des modules, en fait, qui te permettent de te préparer à certaines choses et qui t'obligent à te poser certaines questions. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a aucun module qui est mauvais, qui est pas important. Parce que si c'était pas mauvais, si c'était mauvais important, croyez-moi qu'on va pas avoir des heures en plus, comme ça, gratuitement. Voilà. Donc, il faut faire attention à ces cours. Et gars, bah, tu es en sixième année, tu vas pas faire vraiment chercher et tout. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Il y a beaucoup de ressources de différentes facs.
Par Ok. exemple, je sais que moi, quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé des guides comment rédiger une thèse de plusieurs facs dans le royaume. Il y a aussi le fait, comme on en a parlé tout à l'heure, de prendre l'initiative de faire des recherches avec des profs, de shadow des internes, shadow des résidents, shadow des profs même si possible, pour voir peut-être comment eux, ils rédigent leurs articles. En fait, on a plein de ressources autour de nous. Ou peut-être même faire des ateliers de recherche, par exemple avec IFM Samoroko, 2 années ou 3 années de suite, on avait fait des ateliers de recherche nationaux où on avait fait justement une introduction à la recherche, c'est quoi un travail de recherche, etc., avec des profs, et même on avait fait même des posters, Ok. Mhm. et il y avait eu des profs qui ont fait un jury, qui ont évalué tous les posters et qui ont montré, par exemple, c'est peut-être pas un travail de thèse, mais c'est un travail de recherche. Donc mon conseil, ce serait de faire attention aux modules qu'on étudie, que la majorité néglige, parce que c'est des choses qui sont importantes et c'est des bases. Et tant que tu as le prof à côté, tu peux lui poser autant de questions que tu veux. Ok. Le deuxième conseil, c'est de s'intéresser, de bien chercher sur Internet. Il y a vraiment énormément de ressources. Il faut pas négliger les ressources sur Internet. Et aussi de chercher ces formations-là. J'ai vu plein de webinaires qui arrivaient ici et là, que tu ne remarques pas peut-être en externat, mais dès que le sujet t'intéresse, ben en fait, tu commences à voir ces webinaires et peut-être que ça t'intéresse. Et peut-être voir le scoring de IFM Samoroko, hein, Ouais. organiser Intéressant. peut-être ses ateliers, pas encore, ou le scoring de Médecine Casa, pourquoi pas. Une question qu'on a skip vite fait, Mhm. et si tu veux nous parler de ton expérience, c'était justement, est-ce que c'est possible de changer son sujet de thèse? Oui. Pour quelque Euh, raison que ce soit, bien sûr. Oui, il y a différentes raisons. Peut-être que, en fait, t'as pas trouvé grand-chose dans la littérature. C'est ce qui m'est arrivé avec mon sujet que j'ai pris finalement. J'ai pas Ok. trouvé grand-chose dans la littérature. Mais bon, j'ai aimé mon sujet, je me suis battue pour lui. Mais ça peut être enfin, une étiologie de changement Du changement. de sujet. Peut-être que finalement le sujet il est pas si profond que ça, donc il reste Mhm. superficiel. En fait, il faut prendre le temps avec son prof de choisir son sujet à la khatak, de demander avec le prof est-ce qu'il est disponible, est-ce que avec le prof tu t'entends avec lui, est-ce que bref beaucoup de questions de halakha très importantes, mais on a tendance à négliger, mais qu'au final restent des détails pertinents. Et oui, moi j'ai changé de sujet la première fois parce que mon sujet était très intéressant, mais finalement Ah, j'étais c'est vrai. présidente de IFAB Samaboko, donc j'avais plus trop le temps. Et donc quand j'ai voulu reprendre, le sujet était trop long et je pouvais pas me permettre de faire ça. La deuxième fois, c'est parce que c'était pas assez profond. Je voulais quelque chose de plus, Tu veux quelque quelque chose de chose de plus plus impactant? meaningful, voilà, c'est ça. Et donc, je me suis retrouvée avec mon troisième sujet que j'ai beaucoup apprécié. Et oui, il m'a fait habès de changer. Ça arrive, je sais pas pour les autres facultés, chez nous c'est plus simple, c'est très simple de changer de sujet de thèse. Peut-être que d'autres facultés, il y a Plus de plus de démarches, paperasse. c'est ça. Il faut juste avoir l'accord du prof et changer de sujet. Tu peux aussi changer de prof. C'est Aussi, aussi, ouais. oui, tu peux aussi changer de prof, c'est une option aussi. Pour des circonstances X ou Y, ça peut arriver, vous pouvez changer de prof. Et voilà, il faut pas se stresser en fait, il faut penser à ton intérêt personnel, ton intérêt de faire un sujet qui te plaît, un sujet peut-être rapide, peut-être long, en fonction de ce que tu veux toi. Il n'y a pas de mal à changer de prof ou à changer de sujet, tant que c'est quelque chose qui va te rendre heureux et fier à la fin. Ok, magnifique. Si je Ça, peux rebondir sur ouais, quelque chose, je vas-y. suis parfaitement d'accord avec Meriem et comment elle a formulé d'une belle façon cette problématique-là. Et il faut dire que des fois, justement, quand il y a un sujet qui n'a pas été exploré dans la littérature, quand tu trouves pas grand-chose, souvent c'est des mines qui sont intéressantes Ouais, à explorer. Et justement, moi, c'était mon cas aussi. Et c'était un objectif, plus que ça. ouais, Quand tu trouves rien, ça veut dire que tu peux apporter quelque chose à la littérature. Moi, par C'est exemple, riche. le travail de recherche que je voulais justement mener, il y avait deux articles, vraiment deux articles dans PubMed, Scopus, Cochrane, dans toutes les databases qui étaient publiés, et on a fini par prendre ça et rajouter quelque chose de plus intéressant. Et souvent, c'est des mines, en fait. Si vraiment c'est ton objectif, c'est d'apporter quelque chose à la littérature et d'être intéressant, bien sûr, il va falloir publier pour que le monde, C'est du travail. ouais, voilà, surtout pour ta visibilité en tant que chercheur. Souvent, c'est d'excellentes mines à explorer. Il faut
chercher des sujets qui ne sont pas disponibles dans la littérature. Ouais. C'est souvent une finalité. Oui. En fait, c'est un Mm. challenge, mais un challenge cool. Ouais, Tu sens que tu as fait quelque chose, effectivement. Moi Mm. aussi, en fait, j'ai trouvé aucune étude qui parlait de toute la néonate, qui parlait des étudiants, qui parlait des Ah, résidents. Donc, en fait, le fait de faire ça à l'échelle nationale et tout, je me suis dit, ben, ça fait, je vais faire ça et peut-être que ça va aider des gens. Non, ah, mais, c'est sûr, tu c'est vois. sûr. Donc, mais il y a des gens peut-être qui vont se dire, non, en fait, j'ai envie d'avoir un truc avec des guidelines pour pouvoir mieux comparer mes données, peut-être. Mais voilà, ben, toutes les raisons sont valables. Mm. Certaines, il faut juste tzbar et faire le Et maximum. c'est là où justement le mentor ou le rapporteur est très important. Quand tu as un Ouais, rapporteur qui est à l'écoute, qui est, on va dire les choses, qui est compétent, qui sait ce qu'il fait, qui a de l'expérience avec tout ça, ben, il peut te guider. Voilà. c'est ça. Et voilà, si au pire tu trouves pas tout ça, donc, comme a dit Mariam, me faire glace, tu peux changer de sujet de thèse, tu peux modifier un sujet de thèse ou carrément changer, carrément euh, de, ouais, ouais, changer de rire. changer de Voilà. ligne. Ok. Du coup, ça dépend du contexte personnel, forcément. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu veux vraiment faire la différence, découvrir quelque chose? Je pense que tout est possible. Certains sujets s'entrecroisent et des fois, comme tu as dit, il faut découvrir quelque chose. Donc Faut pour découvrir découvrir, il quelque faut chose. oser. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est que l'éthique médicale est importante. Donc bien sûr, il faut ne pas mentir, ne pas Hmm. inventer des résultats. Et des résultats négatifs, ou plutôt des conclusions négatives, sont tout aussi intéressantes que des conclusions Des qui sont conclusions positives. positives. C'est-à-dire que tu peux dire, par exemple, que voilà, dans la littérature, cet échantillon-là a déduit que telle variable a un p-value positif, c'est-à-dire qu'elle est Mhm. significativement, statistiquement significative, et bah, tu peux dire le contraire. Dans notre échantillon, avec certaines spécificités, on a trouvé un p-value qui est négatif. Et Et ça a négatif. tout autant d'importance en fait, parce que si toi tu fais ça et un autre chercheur fait autre chose, il y a des gens qui vont faire justement une méta-analyse en prenant en compte toutes les variables, qui vont sortir après des guidelines avec un niveau de preuve. Donc ils vont dire que c'est une recommandation forte, une recommandation faible, etc. C'est comme ça que ça marche. Et il faut juste bah, se dire que tout ce que tu vas rapporter a de l'utilité et on est fier, Ok. bien sûr, et juste mener le travail à bout. Ok, donc dans tous les cas, on aura un impact sur le monde scientifique. Donc C'est sûr, c'est c'est même sûr. pas à se poser la question, est-ce qu'on va Oui. découvrir quelque chose? Dans tous les cas, on va contribuer Mm. à améliorer le sujet qu'on a choisi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des principaux types de thèses? Bien sûr, oui. Mhm. Alors, les principaux types de thèses. Alors, en général, en médecine, donc c'est très différent des autres domaines, parce qu'en général, quand on parle de recherche, bah, tout le monde fait de la recherche. En médecine, il y a deux grands volets. Il y a ce qu'on appelle le dry research et il y a ce qu'on appelle le wet research. Alors, le wet research, c'est tout ce qui est laboratoire, c'est tout ce qui est vraiment étude préclinique, c'est tout ce qui se fait dans un laboratoire. Le dry research, c'est tout ce qui est vraiment clinique. Avec un patient, quelque chose où il y a vraiment beaucoup d'éthique médicale, c'est là où le consentement, etc. est important. On va, en général en médecine et surtout particulièrement au Maroc, on fait quasiment que du dry research. Alors, dans le dry research, il y a deux volets. Il y a les études observationnelles et il y a les études interventionnelles. D'accord? Alors, les études interventionnelles, c'est tout ce qui est essai randomisé clinique, donc c'est très évalué. Je ne conseille aucun thésard de faire un essai randomisé. C'est incroyablement compliqué à faire parce que voilà, il y a de la politique qui rentre en jeu, etc. Et il y a les études observationnelles. Alors, dans les études observationnelles, il y a aussi une pyramide. Donc, tu peux faire un case report, donc un seul cas, comme tu peux faire une série de cas, il y a un niveau de preuve au-dessus qu'on appelle les études transversales, donc les cross-sectional studies. Mhm. Donc cross-sectional studies pour parler français, c'est en gros tu prends un échantillon, tu prends 200 patients dans un échantillon qui ont une pathologie ou justement un outcome ou une exposure particulière, et tu décris de façon descriptive ce qu'ils ont. C'est-à-dire que tu dis, voilà, 20% de la population, ça, etc. Et il y a le niveau au-dessus, qui s'appelle, où il y a justement les cohortes ou les case control, comme ce que j'ai fait dans ma thèse, où tu passes vraiment, en fait, on va pas dire que tu analyses, mais tu spécifies l'outcome de l'exposure. D'accord? Ok. Et là, c'est un niveau de preuve au-dessus. C'est plus intéressant en termes de recherche. C'est des études qui ont plus de preuves. Au-dessus des cohortes, c'est les études randomisées. Et vraiment, au sommet de la pyramide, il y a les études théoriques. Et moi, je conseille beaucoup aux thésards et justement aux étudiants de faire des études théoriques parce que déjà, ça a beaucoup de preuves. Et deuxièmement, tu t'attaches pas justement à tout ce qui est clinique. Donc, tu ne parles pas des patients, tu n'as pas vraiment de fiches de recueil à remplir manuellement chez des patients. Mais
tu t'attaches justement à une structure, à des guidelines qui sont vraiment faites, par exemple, pour rester dans du concret, soit tu fais une revue systématique de la littérature ou une revue qualitative de la littérature. La revue systématique peut être interprétée comme étant une méta-analyse. Alors, il y a des revues, des guidelines qui s'appellent les Prisma Guidelines, donc Prisma, comme ça se prononce, et bah, vraiment, c'est une checklist. Tu checkes vraiment toutes les cases. Et tu essayes de trouver dans PubMed principalement beaucoup d'articles. Et tu essayes d'éliminer certains. Et tu choisis voilà, pas mal d'articles. C'est vraiment draconien comme procédure. Et après, bah, tu interprètes les résultats des autres personnes. Donc déjà, c'est bien parce que tu perds pas beaucoup de temps parce que surtout là, il y a l'étape de collecte de données qui prend énormément de temps. Et bah, tu tires une conclusion qui est intéressante, à condition bien sûr d'avoir la méthodologie qu'il faut et le rapporteur qu'il faut. Parce que Qu'il faut. voilà. Donc ça, c'est vraiment les grands types de thèses. En médecine, comme on a dit, Généralement, on dry. s'aventure pas. C'est-à-dire, généralement, on s'aventure pas à faire des trucs très cliniques. On va surtout sur du bibliographique. Vraiment, La majorité encore du une fois, temps. ça dépend de tes objectifs. Ça Moi, dépend j'ai des fait quelque chose de objectifs. très clinique, j'ai fait de l'analytique multicentrique. J'ai vraiment fait le pire scénario Vraiment, possible. t'as pris le truc le J'ai plus. voyagé, vraiment c'était dans d'autres villes où j'ai moi-même interprété des scanners, etc. Mais voilà, c'était un Une objectif, aventure. ça faisait partie d'un de mes objectifs. Je ne conseille pas ça à quelqu'un qui veut par exemple passer le résident au Maroc, parce que Mhm. quand tu passes le résident au Maroc, tu passes un concours. Donc Donc, limite, si je peux me il faut permettre, réviser. voilà, que tu fasses de la recherche ou pas, ça va pas impacter ta réussite. Mais par contre, si tu as d'autres intérêts, si tu veux, voilà, faire une carrière de recherche ou partir à l'étranger avec un résident où il y a un dossier à étudier, ben oui, certainement, quand tu as des études, non seulement tu fais des études de recherche, mais des études qui ont de l'impact, ben, certainement, ça va peser dans ton dossier et tu auras plus de chances d'intégrer une structure Une structure qui ou, est ou un d'intérêt. programme, exactement. Exactement. Ok.